Bienvenue sur Tempo Foot Anglais, le nouveau podcast francophone qui parle de la Première Ligue. Manchester United se rebiffe en écrasant City dans le derby. Aston Villa n'en profite pas. La crise se durcit à Tottenham et s'installe à Palace. Débrief de la 22e journée. Pour ce débrief, la légende raconte qu'il n'a pas vu de moindre but dans le jeu depuis qu'on a lancé Tempo et qu'il a des posters de coups de casque de Gabriel Magalhaes sur corner dans sa chambre. C'est Hugo Barthélémy, journaliste indépendant, passé par le quotidien luxembourgeois L'Essentiel. Salut Hugo. Salut Antoine, salut Val et salut tout le monde. Effectivement, c'est en tout cas contre les petites équipes, Arsenal a du mal à emballer les matchs, même s'ils nous font des belles prestations contre les gros, donc on va voir ce que ça donne. Ouais, on va voir ce que ça donne ce week-end. On sait ce que ça a donné, mais c'est pas mieux du côté de City, donc ne fais pas le malin, Valentin, même si t'es un peu pour les deux Manchester. Hein. Attention, faut pas commencer un podcast comme ça, mais bon, ceux qui nous découvrent maintenant, ils vont avoir peur. Avant, il envoyait des vidéos de Formule 1 ou de l'OL, et depuis Tempo, il partage des réels de sosie approximatifs d'Ekitike ou des imitations bancales de Phil Foden. C'est Valentin Vallée, journaliste indépendant, passé par Eurosport ici Savoie. Salut Valentin. Ouais, salut Antoine, salut Hugo, salut à toutes et à tous. Oui, je sais pas, j'ai un virus là qui m'a piqué, mais non, franchement, ces vidéos de Phil Foden d'imitation, je vous invite à aller les voir si vous les avez pas vues. C'est quand même du grand spectacle, hein. En tout cas, c'est beaucoup de rire, donc les c'est liens ça dans la le plus important. description. Hein. Oh ouais, lien dans la description, mais déjà, lien dans la description, on va leur demander aussi de mettre nos liens dans la description, ouais, ils vont revenir vers nous. Bon, pour vous l'écrire, hein, c'est des gens qui s'amusent à imiter la démarche de Phil Foden sur un terrain un peu reconnaissable, comme celle de Raheem Sterling, un peu, finalement. Hein. Et bon, ça en C'est vaut... vrai que ça se rejoint, ouais. Ça en vaut le détour. Merci de dégayer mes journées comme ça. Je dis ça parce que je pense que Hugo, là, on avait déjà envoyé aussi en plus, donc friands tous les deux. On n'est pas vernis avec ces deux-là, je vous le dis. Et on n'est pas vernis non plus avec City. Manchester City, justement, on parlait de Phil Foden qui s'est incliné 2-0 ce week-end sur la pelouse de Manchester United pour cette 22e journée de championnat. On commence direct dans le dur de ce débrief. Qui l'eût cru finalement ? Parce que Manchester United s'est non seulement imposé ce week-end dans le derby à Old Trafford, mais a dominé, qui plus est, cette rencontre pendant presque 90 minutes. Franchement, Manchester United. Bravo aux Red Devils, Hugo. Ouais, bravo à eux. Comme tu dis, ils ont vraiment dominé 2-0. Ils marquent 5 fois, 3 buts annulés. Et en plus, 3 buts, les buts annulés, je pense que s'ils étaient validés, c'était chaque fois pour pas grand-chose et City avait des choses à se reprocher. Plus de 3 XG. C'est le plus gros différentiel d'XG jamais infligé à Man City depuis que c'est mesuré. Donc c'est mesuré depuis pas longtemps, donc tout est sous l'ère Guardiola, il me semble. Donc oui, c'est vraiment une victoire dominante des Mancuniens. Et franchement, depuis le départ de Ruben Amorim avec Fletcher et maintenant l'arrivée de Michael Carrick sur le passage à 4 derrière, le retour de Kobe Mainoo qui était très attendu du côté des Red Devils, et ça fait beaucoup de bien cette modification. On sent que ça a remis du sang frais dans cette équipe, ça a remis de l'élan. Notamment le retour de Kobe Mainoo qui permet à Bruno Fernandes d'être un peu plus haut sur le terrain, d'être un peu plus libre. On voit que ça a vraiment transcendé l'équipe. Et là, ouais, comme tu dis, ils ont éteint Manchester City, qui certes avait notamment en défense centrale quelques absences, mais qui sur le papier restait une équipe plus que compétitive et qui en plus, au vu des résultats qui ont suivi ce week-end, avait beaucoup de choses à gagner. Ouais, et début, hein, tu l'as dit, donc début réussi pour la première de Michael Carrick, lui qui a été nommé donc entraîneur principal de Manchester United. On en avait parlé quand on avait parlé de l'éviction de Ruben Amorim dans le hors-série, qui est toujours disponible évidemment sur Tempo, de ces entraîneurs fidèles à l'identité de Manchester United. Michael Carrick, pour le coup, il a joué très longtemps, il a été un pilier de Manchester United au milieu de terrain comme ça, et il a l'amour du club, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour l'instant, alors, premier match réussi, alors ne nous emballons pas, on sait ce que c'est avec Manchester United. Premier match réussi, non seulement un match en jeu, mais en plus face à un rival au tableau, un rival local, un rival, voilà, c'était le plus gros rival peut-être, enfin un des plus gros rivaux. Et donc victoire 2-0 avec une vraie identité de jeu. Et je sais que vous m'avez un petit peu taclé là-dessus la dernière fois, mais avec un excellent Bruno Fernandes, il faut le dire.
qui a plus que joué son rôle au milieu de terrain, qui a été vraiment énorme, Bruno Ouais. Fernandes. Quand il joue comme ça, quand même, c'est bon. Je vais pas beaucoup plus insister, mais en tout cas, il amène quand même beaucoup de créativité, de folie au milieu. Et puis, il y a des retours aussi de la CAN qui ont fait du bien aussi à Manchester United. C'est pas aussi un hasard, un Mbeumo. C'est la recrue pour moi Buteur, hein. de Manchester United cette saison. Il est encore buteur et on sent qu'il fait beaucoup de bien. Il y a aussi Diallo sur son côté qui apporte beaucoup de danger. Donc, voilà, c'était un bon cocktail gagnant, ouais. Et Casemiro qui a été très bon aussi, associé à Mainoo devant la défense. Donc victoire assez surprenante et très belle victoire de Manchester United. Maintenant, alors voilà, on parle de Michael Carrick, on parle de... c'était un premier match, évidemment. C'est un vrai renouveau, Valentin, pour toi? Allez, bon, pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire, mais en tout cas, j'ai quelques doutes parce que c'est vrai que tu l'as très bien dit, c'était le match idéal pour se relancer. Il y avait l'adversaire en face qui était idéal, Pas c'est-à-dire facile quand Manchester même. City. Alors idéal, pas sur le papier en disant c'est l'équipe la plus faible. Non, loin de là, c'est pas l'équipe la plus faible de Première Ligue. Mais par contre, c'est l'adversaire idéal pour se transcender. Je veux dire, quand on est coach et qu'on est Carrick dans le vestiaire, c'est beaucoup plus simple de se transcender contre City que contre Burnley, quoi. Alors, et voilà. Donc forcément, les leviers, ils sont plus simples à activer pour Michael Carrick. Et puis, ouais, j'aimerais insister sur le fait que pour l'instant, on a vu quand même un Manchester United sur ce match-là, en tout cas, qui avait envie. Il y avait vraiment ce retour il y avait, ouais, une grosse envie. Il y avait beaucoup d'agressivité, mais dans le bon sens du terme. Et c'était des morts de faim quoi sur la Oui. pelouse et c'est ça qui faisait du bien et c'est ça qui manquait à Manchester United depuis très longtemps quand même, je trouve. Il y avait une vraie cohésion d'équipe, tous les joueurs avançaient vraiment dans la même direction et ça fait beaucoup de changements. Maintenant, voilà, cette envie un peu presque démesurée, hein, est-ce qu'elle est amenée à perdurer? J'ai un peu plus de doutes. Je pense voilà, sur quelques matchs, c'est possible que ce niveau de concentration et d'agressivité perdure, C'est mais l'effet sur nouvel toute une entraîneur. saison, du moins sur la fin de saison. Ouais, de l'entraîneur, du contexte aussi, voilà, de changer d'entraîneur, il y a quelque chose de nouveau, il y a des nouveaux joueurs, et voilà, il y a de l'émulation aussi. On se dit, bah, on a peut-être une chance à jouer si on n'est pas titulaire à Manchester United sous Amorim. On se dit, bah, on a peut-être, voilà, c'est peut-être notre chance de plus jouer, de se révéler. Donc ça fait beaucoup de paramètres positifs, mais sur la durée, je sais pas. Après, bon, dans le passé quand même, hein, c'est pas vraiment un entraîneur intérimaire, même si on l'a bien compris que ça l'était quand même un petit peu. Du moins jusqu'à la fin de saison, il devrait être là. Et enfin, je veux dire, par le passé, ça a quand même plutôt souri à Manchester United, donc pourquoi pas, en tout cas, voir perdurer un petit peu cet état d'esprit jusqu'à la fin de saison. Mais est-ce que globalement, vraiment, enfin, par rapport au club et par rapport à une vision plus long terme, il y a vraiment un renouveau? Je sais pas. C'est trop tôt pour le dire. Bon, Mais dans l'envie, moi, ce que j'ai bien aimé, notamment, c'est la titularisation de Maguire. Je trouve il représente bien ça. C'est peut-être pas, techniquement, c'est peut-être pas le meilleur en défense centrale, mais dans tous les matchs, on l'a vu, hein, il est quand même souvent venu au secours de Manchester ces dernières saisons. Je trouve, voilà, dans ce match à nouveau, il met beaucoup d'envie, et il entraîne un peu tout le monde avec lui, quoi. Il entraîne un peu toute l'équipe avec lui. En plus, bah, il a été très bon sur ce match, donc je trouve que ça fait partie des satisfactions et ça fait partie vraiment des facteurs qui montrent cette équipe qui se transcende. et tout n'a pas été tout rose pour Manchester United, mais s'il y a une période de mieux, mine de rien, United est 5e avec un point de retard sur le 4e Liverpool. Alors ça peut aller très vite dans les deux sens, encore une fois, hein, mais la qualité technique, on le sait, elle existe, elle est là à Manchester United. Si ça prend, ça peut être vraiment très intéressant à suivre sur la fin de saison, sur la deuxième partie de saison presque complète, hein, avec ce qui nous reste comme match. Il nous reste 16 journées de championnat derrière. Donc on a le temps de voir ce que va apporter Carrick, comment va aussi
comment vont s'acclimater toujours les recrues qui sont arrivées cet été et peut-être que certaines arriveront cet hiver, même si les mouvements pour l'instant semblent assez limités. Arrêtez-moi si je me trompe, mais je ne pense pas avoir vu trop de mouvements du côté de Manchester United. En face, Manchester City, en revanche, Hugo, je pense que tu les as trouvés décevants, hein, c'est ce que tu me disais. Ouais, clairement. Après la défense, comme on l'a dit, notamment avec la titularisation de Max Alleyne, ça s'annonçait forcément un peu plus compliqué. Et même Mais Kuzanov, hein, qui a pas de beaucoup de manière... rythme. Ouais, ça, Rouzanov qui a pas beaucoup joué cette saison, encore moins en première ligue. Donc oui, ça s'annonçait plutôt compliqué. En plus, on a vu que défensivement, notamment Rico Lewis sur le deuxième but, il est plus que fautif. Ça a un manque, voilà, tout l'inverse de Manu, quoi. Un manque d'intensité dans ce match, un manque d'envie. Qui est ressenti un peu partout, sauf si ce n'est pour Donnarumma, qui était, Ah je oui. pense, assez exceptionnel, même s'il a été chercher de la balle 5 fois au fond des filets, il y en a que deux, et que ça a compté seulement 2 fois. Le reste du match, il tient quand même sacrément la baraque, et je pense que ça aurait pu être bien pire sans lui. Rodri, qui a quand même été bon, hein, je trouve. C'est la première fois qu'il fait 90 minutes, il me semble, depuis son retour. Ou en tout cas, c'est une des premières fois, je l'ai trouvé assez bon, mais à part ça, il n'y avait pas grand-chose à retenir. Erling Haaland, sur ses 5 derniers matchs, il a marqué 0 but dans le jeu courant. Il a marqué un penalty face à Brighton. C'est quand même, au début, on en rigolait un peu en disant oh, ça fait 2 matchs qu'Erling Haaland n'a pas marqué. Tellement on est habitué à le voir marquer en ce début de saison. Mais là, commence quand même à devenir inquiétant pour City si Erling Haaland n'arrive plus à marquer. Sachant que derrière, au poste de neuf, il n'y a pas de vrai remplaçant. Parce que je pense que c'est très compliqué pour City d'attirer un neuf remplaçant qui aujourd'hui signerait à City en se disant bah oui, je vais aller me mettre derrière Erling Haaland, comme ça j'aurai bien 25 minutes de jeu toutes les 3 semaines. Mais du coup, ouais, on a vu, c'est Divine Mukasa, c'est un jeune de l'académie qui a joué, enfin qui est monté à la 80e. Donc c'est compliqué pour Guardiola de gérer ce temps faible d'Haaland parce que bah il n'y a pas vraiment de remplaçant. Donc Mm. Et je pense que le recrutement de Semenyo, c'était un peu dans ce sens-là aussi, c'est d'amener un attaquant qui est capable de marquer et de stater quand Haaland sans ne être le le fait poste pas. d'Haaland. Mais bon, là, alors c'est pas au même poste, oui, oui, mais Oui, mais du coup c'est justement vrai. de pas sortir Haaland, mais en ajoutant une nouvelle arme sur le terrain. Et son arrivée, d'ailleurs, à Semenyo, doublé en coupe et... Enfin, premier but en coupe et doublé dans l'autre coupe. Alors, je ne sais plus qui est la FA Cup, qui est la FA Cup là-dedans, mais il y a Le eu 3 deuxième buts match, elle avait sur... fait, il me semble. Ah ben ouais, 3 buts sur les deux. Ouais. Oui, parce que la coupe, la demi-finale remportée donc par Manchester City et donc le doublé de Antoine Semenyo qui s'est bien acclimaté, mais qui a été bien plus discret en tout cas sur ce dernier match. Et pour répondre à ta question tout à l'heure, Hugo, sur Rodri, il avait joué 90 minutes. C'était son deuxième match de retour face à Chelsea le 4 janvier. Mais c'était Ok. donc la deuxième fois qu'il faisait 90 minutes et on s'était d'ailleurs interrogé, je me souviens, sur la pertinence de faire 90 minutes en revenant aussitôt de blessure. Voilà, en tout cas, Rodri retrouve quand même du rythme. C'est le joueur qui a fait le plus de passes dans ce match d'ailleurs, avec 108 Ouais. passes, donc preuve qu'il est la pierre angulaire de Manchester City et qu'il retrouve son rôle. Et là, c'était aussi notamment parce que comment Nico Gonzalez n'était pas disponible, toujours blessé. Il manque quand même du monde, hein. Bon, en disant défense centrale, Ruben qui était très légère parce qu'il n'y a pas Ruben Dias, il n'y a pas Josko Vardiol, il n'y a pas John Stones, Savigno n'était pas disponible, Oscar Bob non plus, Kovacic non plus et Marmouche n'était pas encore rentré de la CAN. Donc il manquait quand même des armes, hein, à Guardiola. On l'a d'ailleurs vu, hein, les joueurs qui sont montés au jeu, on disait hein, des Divine Mukasa, je pense pas que grand monde le connaisse. Et c'est lui qui est venu remplacer Erling Haaland, donc ça montre bien qu'il manquait du monde dans les rangs de Man City. Et je pense qu'il y a potentiellement quelques retours et un recrutement hein, qui vont faire beaucoup de bien. Ouais, justement, superbe passe décisive, Hugo, je te remercie. Arrivé en défense centrale, le Marc Guéhi de Crystal Palace, 23 millions d'euros sur le défenseur anglais. Palace qui réussit quand même l'exploit de vendre moins cher Marc Guéhi que de l'avoir, enfin, son prix d'achat. Alors que c'est un des meilleurs défenseurs et un des défenseurs avec le plus de potentiel en première ligue. Titulaire en équipe nationale, hein. Titulaire, effectivement, avec les Three Lions. Bon, Valentin, un recrue quand même qui va peser, et il y en avait besoin en défense, là, pour le coup.
Ouais, c'est ça. Là, pour le coup, il y en avait bien besoin. Bah, Hugo a fait la liste, hein, mais il y a quand même un bon nombre de défenseurs qui sont blessés à City, donc c'était indispensable pour assurer la suite de la saison, parce qu'en plus, c'est des blessures qui sont quand même plutôt longue durée. Donc voilà, jusqu'à la fin de saison, il va falloir trouver une solution. Ils l'ont trouvé avec Marc Guéhi. C'est clair qu'ils étaient intéressés de toute façon, City. Mais les blessures de leurs défenseurs ont renforcé cet intérêt et ont fait de Margui non pas une option comme peut l'être Semenyo, mais une recrue surtout indispensable. C'est un vrai beaucoup parce qu'il y avait énormément de clubs qui étaient autour de Parce qu'ils ont doublé Margui. Il beaucoup y de avait monde au dernier notamment aussi moment. Liverpool. Ouais, parce qu'on parlait de Il Liverpool y a- cet été, pardon. Bah ouais, et puis Liverpool aussi, on aurait bien besoin, mais bon, voilà, on parle d'un salaire un peu trop élevé pour Liverpool à assumer. Bon, est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce que c'est pour un choix de Marquis d'aller plutôt à City? Bon, dans tous les cas, c'est la bonne pioche, hein. C'est la bonne pioche pour City, et parce qu'on l'a vu, Kuzanov, enfin, c'est un peu trop faible Ah, pour l'instant pour la Première Ligue. En il tout manque cas, de au niveau de rythme, il City. manque de rythme. Mais surtout quand on le place en taulier. Enfin là, c'est lui, c'est lui qui devient l'expérimenté, alors qu'il a une saison et demie de Ligue 1 dans les jambes et une saison de Première Ligue globalement où il a pas beaucoup joué. Donc Ouais, parce qu'il est c'est intéressant quand compliqué. même. Mais Ah oui, dans mais ce il est bon, mais rôle-là, il est bon, mais voilà, je pense qu'avec un Marguerite à côté, ça sera plus facile. ah bah, en Oui, tout parce que c'est cas, c'est pas le patron de la défense, ça peut pas être le patron pour l'instant, Kuzanov, de la défense de City, donc fallait trouver une solution. 25 ans, Marc Guéhi, mais un statut évidemment différent qui va renforcer donc cette défense de Manchester City dès ce mois de janvier. Bon, City qui perd encore des points tout en haut, mais avant de cette bataille de haut de classement, eh bien, on a parlé de Marc Guéhi, parlons de Crystal Palace qui est parti perdre sur le terrain de Sunderland, 2-1 pour les Black Cats, ce score final. Hugo, c'est le 10e match de suite sans victoire pour Crystal Palace et donc cette défaite ce week-end à Sunderland. Ouais, ça continue d'être compliqué hein, pour les hommes d'Oliver Glasner, pour les joueurs de Crystal Palace, qui avaient très bien débuté la saison, un peu sur la lignée de leur fin de saison où ils avaient été chercher la FA Cup, malgré des départs, hein, notamment Ebrici Eze, hein, qui était l'un des principaux départs. Là, en plus de continuer leur série de matchs en victoire, ils perdent Margay, donc c'est assez compliqué la situation actuellement. On a vu que dans le jeu, ils ont quand même répondu présent hein, face à un Sunderland qui reste une de ces très bonnes, une des très bonnes équipes de Première Ligue. Mais ouais, ça n'a pas été suffisant. Et comme souvent, on a l'impression qu'il manque pas grand-chose à Crystal Palace ces derniers temps pour faire basculer le match, mais chaque fois la pièce tombe du mauvais côté, donc c'est assez compliqué. Ils avaient quand même réussi à bien réagir, à même ouvrir le score, mais rapidement Sunderland avait réagi. Heureusement Et qu'il y je ait quand pense même, que Dean Anderson dans les buts de Crystal Palace parce que ça aurait pu être bien pire que ça, hein. oui, clairement, il continue sur l'enchaînement de sa saison dernière qui avait été exceptionnelle et il continue d'impressionner, je pense de monter en hiérarchie, hein, en Première Ligue, dans la hiérarchie des gardiens. Parce qu'on se souvient de son passage à Man U, plutôt raté. Il était venu à Sunderland pour se relancer et là c'est clairement réussi, hein. Là, bon, il devient clairement un des tauliers de Première Ligue et mais ouais, dans ce match, petite faillite du milieu de terrain aussi, hein, je trouve, avec notamment Wharton, Devney, Hughes qui n'ont pas été très bons. Alors que devant, bah, Pino, Mateta faisaient ce qu'ils pouvaient. Brennan Johnson, il a encore un peu de mal. Il est arrivé cet hiver à s'intégrer dans ce système. Donc, ouais, ça a été un match compliqué pour Palace, mais c'est dommage parce qu'on a l'impression qu'ils auraient pu en tirer quelque chose de ce match. Mais comme je dis, la pièce, comme souvent ces derniers temps, est tombée du mauvais côté. Et tu le disais justement, départ d'Eberechi Eze cet été, départ de Marc Guéhi cet hiver, et ça bouillonne du côté de Crystal Palace autour d'Oliver Glasner, le coach autrichien de cette équipe de Palace, qui a décidé de dire ce qu'il pensait de sa direction, Valentin, et au vu des précédents, attention, parce que ça chauffe, ça chauffe. Ouais, il prend des risques. Il prend des risques, ouais, bah Mais heureusement voilà, qu'il y en j'ai a... noté. Heureusement que certains disent ce qu'ils pensent de leur direction, pardon, Valentin.
Oui, non, mais c'est vrai, ça fait du bien. Il y a pas de langue de bois en tout cas, là, on est sûr, hein, mais voilà, je vais vous lire quelques citations, hein, mais en tout cas, il disait: «Voilà, on vous arrache le cœur 2 fois dans la même saison, la veille d'un match qui plus est». Voilà, en faisant référence, forcément à Eze et à Marguerite. Ton Et capitaine, puis hein, il Gueye. rajoute, ouais, 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 son capitaine. Il dit: «On a l'impression d'être abandonné, il n'y a aucun soutien, tout le monde est déçu, ça fait des semaines qu'on joue à 12 ou 13. Sur le banc, il n'y a que des gamins». C'est quand même assez Et hop, fort et la puis preuve, comme c'est qu'aucun joueur n'est monté au jeu sur le dernier match. Il a Oui, fait aucun aucune entrée. remplacement, ouais. aucun changement. Ouais et puis c'est surtout un tacle, à sa direction où il indique clairement que voilà, enfin, je veux dire, son effectif est décimé petit à petit, il manque des éléments importants, ils sont pas remplacés, il est pas satisfait de son banc. Et comme tu l'as dit, Antoine, il va falloir être vigilant. En tout cas, il joue un petit peu avec le feu, Glasner, parce que voilà, Morim, il avait tiré sur sa direction, bah, il est parti. Maresca, c'est pareil à Chelsea. Bon, je souhaite pas la même issue à Glasner. En tout cas, voilà, on a Surtout vu ce vu qu'il a dans apporté. les colonnes de surtout vu ce qu'il a apporté, ce serait dommage parce qu'il a quand même construit une vraie belle équipe la saison dernière qui est arrivée quand même Vainqueur de la avec coupe. un vrai beau niveau de jeu, vainqueur de la coupe avec un titre qui est venu récompenser tout ça. Et puis même le début de saison, franchement, il était plutôt prometteur. Donc c'est dommage de voir cette équipe se déliter au fur et à mesure des matchs. Et ouais, par contre, c'est inquiétant parce que c'est sûr que voilà, on parle de Marc Guéhi. Bon, quid de Mateta, je fais mon petit point, mais Mateta aussi. Est-ce que s'il y a une grosse offre qui est présentée à Crystal Palace, est-ce que les dirigeants sauront refuser? Je suis pas sûr. Sauf que si vous enlevez Eze, Guéhi et Mateta dans la même saison, enfin ou quasiment, bon, enfin c'est des éléments qui sont irremplaçables aujourd'hui à Crystal Palace, donc c'est très inquiétant. Après, bon, voilà, Glasner, il remet en cause quand même les choix de sa direction. Il serait quand même confirmé, hein, selon The Athletics, jusqu'à la fin de saison. Voilà, faut quand même le noter. Mais en tout cas, ouais, c'est quand même la mine des mauvais jours à Crystal Palace. C'est pas la joie pour l'instant. Et Crystal Palace qui récupérera quand même, a priori, Ismaïla Assar dans quelques jours de retour de la CAN Ça avec fera le du bien. Sénégal. Et alors, nous enregistrons, vous écoutez ce podcast le lundi matin, nous enregistrons du dimanche soir et à l'heure où on se parle, c'est la toute fin de la finale de la CAN, un rebondissement si vous ne l'avez pas vu. Donc, a priori, Ismaïla Assar reviendra avec un titre dans ses bagages pour la suite de la saison, ce qui peut aussi faire du bien à un effectif, un joueur en confiance comme ça. Bon, Hugo, on a parlé de Palace. Parlons de Sunderland quand même, qui a gagné ce week-end face à Crystal Palace. Les Black Cats qui stoppent un peu leur mauvaise série. Ouais, ils traînaient depuis leur victoire au derby, hein. Ils avaient face à Newcastle, ils avaient eu du mal, surtout le mois de décembre et le début du mois de janvier. Là, ils sont sur 2 victoires après avoir battu Everton la semaine dernière. Et il y a 2 semaines avec la Cup. Enfin, j'ai l'impression que le retour des joueurs de la CAN a fait beaucoup de bien, hein. Notamment, on a vu Noah Sadiki sur ce match qui était une nouvelle fois assez bon. Et bah oui, surtout Noah Sadiki, hein, dans le milieu de Et terrain, qui a retrouvé sa place aux côtés de Granit Xhaka. le duo de Et aussi, Français, oui, et puis Nordi Mukiele et Enzo Lefebvre, exceptionnel Enzo Lefebvre. ouais, et aussi, non, mais dans les retours aussi, Reynildo, hein, qui a fait Ah oui, beaucoup de bien, pardon, ouais. j'ai envie de dire. Je voulais dire, voilà. Mais bien évidemment, je citais d'abord les retours, mais oui, Enzo Lefebvre, exceptionnel, buteur, qui se rattrape un peu après son penalty gaguesque face à Brentford. C'était il y a deux journées de cela, il me semble. Un penalty Mukiele à la Brahim passe. Diaz. Ouais, c'est ça, bah, c'est d'actualité. Mukiele, passeur décisif, enfin voilà, ils ont été. C'est sûr que les deux Français ont aussi été exceptionnels. Brian Brobey aussi fait un bon match. Ça faisait quelques semaines que pourtant Régis Lebris le maintenait titulaire Mm. face à Isidore, mais qu'il était un peu en difficulté. Là, il fait un bon match. Auteur du Il deuxième but, sort ouais. sur crampe, hein, on l'a vu. Il a crampé juste après le but. Il fallait pas cramper quelques secondes avant. Ça avait l'air. Et quand on voit Ah, les images, le muscle il est bien crampé. Je ah pense que ouais. ça faisait déjà quelques foulées qui se retenaient, je pense, de s'écrouler. Donc franchement, il est allé l'arracher ce but de Brian Brobel, le néerlandais. Et on a vu ouais, Elisar Mayenda rapidement venir le remplacer. Donc, mais ouais, belle victoire qui remet un peu de confiance
pour les hommes de Régis Lebris. Ils sont toujours pas largués hein, au classement, 9e avec 33 points. Manu qui est 5e en a 30, 30, enfin le 4e même, Liverpool en a 36. Ils restent dans la course. En plus, ça, c'est un rival direct. Hein. Palace passe à 28 points. Ils mettent un rival direct à 5 points. Donc, franchement, c'est une victoire importante pour les hommes de Régis Lebris qui, en plus, là, vont enchaîner avec West Ham, Burnley, qui sont des matchs qui sont normalement à leur portée. Et puis après, il y aura Arsenal et Liverpool, où là, ce sera forcément plus compliqué. Mais ouais, ils rentrent dans la deuxième partie de saison avec une meilleure dynamique et surtout en étant très bien placés pour pourquoi pas aller chercher l'Europe, ce qui semblait quand même impensable en début de saison. 33 points en 22 journées, c'est peut-être le total qu'on aurait pu leur imaginer, leur penser au début de saison, en tout cas 1er août. Alors, je te vois faire la moue, Valentin, mais un promu en première ligue, excuse-moi, mais je les voyais pas bien au-dessus des 30 points. Je les espérais, mais en tout cas, les voir à 33 points après 22 journées, c'est assez exceptionnel la saison de Sunderland qui repart un peu de l'avant. Faudrait vérifier, mais je pense que ça fera sans doute partie des meilleures saisons de promu de l'histoire de la Première Ligue. Peut-être pas la meilleure, mais ce sera pas loin d'être une des meilleures. On fera le bilan, forcément. Après, ça peut aller tellement vite aussi que, voilà, pour l'instant, ils se maintiennent toujours dans le bon wagon. Mais s'ils enchaînent 3 mauvais matchs, ils peuvent se retrouver, 13, 14e. Ça sera un peu plus normal. Donc, mais c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, messieurs, dames. Ouais, mais quand même, réjouissons-nous du jeu de Sunderland, qui plus est avec de nombreux francophones, donc ça nous fait plaisir. Et surtout, ils sont presque sauvés, les Black Cats. Alors, la saison est tellement dense que ne faisons pas des calculs à la 22e journée. Mais en tout cas, voilà, c'est déjà une belle étape pour un promu. 9e donc au classement, Sunderland après 22 journées. Repartons tout en haut de ce classement, messieurs, parce que le temps file, et allons quand même vers cette bataille de haut de classement. On a parlé de Manchester City, qui a perdu des points précieux, encore défaits par Manchester United, mais finalement personne n'en profite. Ça commence forcément avec Arsenal. Alors, j'ai envie de dire, est-ce qu'Arsenal est finalement le grand vainqueur de ce week-end ? Parce que l'écart s'est creusé d'1 point sur ces 2 poursuivants, encore. Je pense pas qu'ils y auraient cru quand si on leur avait annoncé ça samedi soir après leur match nul à Nottingham. Oui, parce que match nul à Nottingham Forest, encore très mou. Pour te faire plaisir, Hugo, un match lénifiant. Je sais que tu apprécies ce terme particulièrement. Bon, Nottingham a bien fait déjà de remettre Matt Sells dans ses buts, mais bon, quand même... pour Arsenal, 0-0 ce match-là, c'est encore dommage, on manque encore l'occasion de creuser les vents. Ouais, la journée précédente face à Liverpool, donc une équipe d'un autre standing, même si on voit qu'ils sont pas forcément en grande forme non plus. Il y avait eu ce match nul alors que City avait été accroché, aussi avait fait un match nul. Ouais. Où là on avait dit ils maintiennent l'écart entre guillemets en début de saison. Si on nous avait dit qu'Arsenal maintenait l'écart dans un match face à Liverpool, c'était pas mal, mais vu l'état de forme de Liverpool, on pouvait s'attendre à mieux. Et là, deuxième 0-0 de suite face à Nottingham. Bah oui, comme tu dis, c'est les seuls qui creusent l'écart finalement. Ils se retrouvent avec 7 points d'avance sur City et Villa. Ça fait 2 matchs de matelas, donc je pense que comptablement, c'est pas si mal, mais on se dit qu'il y avait quand même mieux à faire. On a notamment vu la deuxième mi-temps était quand même mieux du côté d'Arsenal. On a notamment vu les entrées C'est pas en jeu difficile. oui, c'est ça. On a vu que les changements ont apporté beaucoup. Gyökeres a fait un match assez catastrophique. Donc je trouve que Saka a apporté beaucoup. Enfin voilà, on a vu des actions et comme tu dis, heureusement qu'il y avait le retour de Matt Sells parce qu'il a quand même été assez décisif au moins 1 ou 2 fois pour maintenir Nottingham au match nul. Donc oui, ils peuvent s'en vouloir. Enfin, ils peuvent s'en vouloir, je pense quand même, parce que mettre City à 9 points, ça aurait été comme une barre assez symbolique, hein, je pense. Mettre City à 3 matchs, ça aurait été vraiment une barre symbolique. Après, là, 7 points, ça reste. Je pense que dans beaucoup d'autres championnats, si un leader avait 7 points à ce stade de la saison, on se dirait que c'est déjà tout cuit. Surtout en Mais la première Ligue est un championnat. Mais la Première Ligue est un championnat qui réserve beaucoup de surprises quand même. Donc, Et Arsenal peut réserver beaucoup de surprises aussi en fin de saison, Hugo, comme je le disait sais. Valentin, c'est à la Grand fin du bal désespoir, qu'on paye mais les musiciens. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens.
Mais je pense qu'après, si Arsenal arrive à garder son rythme, ils peuvent pour l'instant s'estimer satisfaits parce qu'ils arrivent quand même, en quelque sorte, à profiter des accros de Villa et de City, soit en ne perdant pas de points, soit en creusant point par point. Donc oui, ils peuvent être déçus, mais ça reste les mieux payés du week-end. Avant d'enchaîner justement avec Villa, parce que tu m'as fait la transition toute trouvée, cette stat, alors je fouillais un petit peu dans les statistiques de la première ligue. Euh, Arsenal, depuis, donc en 22 matchs, alors on parle quand même de, voilà, là vous manquez une occasion de creuser encore davantage l'écart devant, mais mine de rien, vous ne prenez toujours pas de but, un nouveau clean sheet pour Arsenal. Arsenal a concède 0,6 buts par match, qui est déjà très peu en 22 journées, et surtout a concédé, vous savez, la stat des XG dont on a parlé, les expected goals. Alors, elle est un peu. Il y a à prendre à laisser avec cette stat. Voilà, c'est voilà, ce qu'on estime de réussite du but. Hein. Enfin, en tout cas, quand une frappe est donnée, on estime qu'elle a tant de chances de finir en but sur une échelle de 0 à 1. Arsenal a concédé depuis le début de saison 15,6 XG. Ça veut dire 0,7 XG par match. Mais je trouve ça. Alors, prendre 0,6 buts par match, c'est déjà énorme. Mais c'est-à-dire que vous ne concédez pas plus d'occasions que ça. Enfin, et donc, la défense, plus que le gardien, la défense est phénoménale quand même. Et en plus de ça, les quelques fois où il a fallu faire les parades exceptionnelles, David Raya les a fait, puisqu'en plus on l'a vu. Enfin, je sais pas si. Je vous invite à aller revoir l'arrêt du mois ce mois de janvier en première ligue. Enfin, janvier ou décembre, je sais plus, mais en tout cas qui vient d'être décerné. Parce que franchement, la parade de David Raya face à Brighton, elle est assez exceptionnelle et ça permet à Arsenal de gagner le match. Donc, comme tu dis, la défense est plus que solide et en plus, le gardien fait le travail. Et si je suis mauvaise langue, je me permettrai enfin, je n'ai pas la stat, mais combien d'expected goals ils en ont créé finalement Arsenal? Est-ce que c'est... Voilà, faut voir aussi le ratio. J'y vais. Créé et encaissé. Je vais aller chercher ça. Je pense que tu as la stat sous les yeux, Antoine. Ouais, je vais aller chercher ça, elle doit pas être très très loin. Le nombre d'expected goals. Parce que bon, c'est ce qu'on peut reprocher aussi à Arsenal, de ne pas se créer tant d'occasions que ça dans le jeu. Donc, alors déjà, sache que avant de parler des expected goals créés et que je suis toujours en train de chercher, but attendu. Et voici. 39,3, c'est la troisième équipe à se créer le plus de XG. 40 buts en 39,3 XG. C'est juste derrière Manchester United qui a 40,6 et Manchester City qui est premier à 40,7 en 22 journées. Et par contre, pour les XG concédés, donc 15,6 pour Arsenal, donc c'est très faible par rapport à Newcastle, deuxième, qui a 24 en 22 journées. Donc il y a quasiment 10, enfin il y a eu plus de 8 XG d'écart entre les deux, c'est exceptionnel. Bon, ça c'est pour les fanas de la statistique. Non mais les fanas de la statistique, mais je trouve ça exceptionnel. Ah, moi je me régale. Ah bah ouais, bah super, les buts sur corner, on bétonne derrière. Non, moi je parle de statistiques. Je parlais de statistiques. Ah, je pensais que tu disais, Ouais, non mais... Non, parce que tu disais les fanas de la statistique, vous connaissez mon amour. Si vous écoutez souvent Tempo, vous connaissez mon amour pour les petites statistiques. Voilà. En plus, j'en ai une autre qui pourrait faire plaisir à Antoine que je placerai peut-être dans le... Oh là là, ça me fait plaisir. Et déjà, rien que tu me l'annonces, ça me fait plaisir. Et mine de rien, on va pas se mentir, on tape souvent sur Arsenal, Hugo, tu le sais, on aime bien aussi, parce qu'on aime bien te bousculer un petit peu. Mais troisième équipe qui crée le plus de XG, ça veut dire que, bon, il y a quand même des occasions du côté d'Arsenal. Après, il y a aussi beaucoup souvent sur corner. Voilà, il y a aussi beaucoup de coups de pied arrêtés, mais ça fonctionne. Et 7 points d'avance en tête du championnat après 22 journées. Et toujours une avance. Vaut mieux les avoir d'avance que de retard, ces 7 points. Parce que derrière, et il y a donc Manchester City à la deuxième place et Aston Villa qui a manqué le coche de la troisième, enfin de reprendre cette deuxième place. Villa qui est resté troisième à égalité de points avec City, donc à 7 points de retard sur Arsenal, et qui aurait pu aujourd'hui revenir à 4 points, Valentin. Enfin, hier, pardon. Ouais, hier. Ils sont laissés... Hier, oui, dimanche après-midi. Ils sont laissés piéger par Everton à domicile. Bon, voilà, je n'enlève pas de crédit à Everton, mais je crois que c'est plus Aston Villa qui s'est laissé engluer quand même là-dedans. Je sais que ça te fera pas plaisir, Antoine, mais j'ai l'impression que... Vas-y, fais-toi plaisir. Voilà, il y a eu quand même pas mal d'occasions du côté d'Aston Villa. On a vu un Morgan Rogers très remuant, parfois
pas assez bien inspirée, du moins pas assez décisive dans le dernier geste. Parfois aussi des grandes parades de Pickford pour ton plus grand bonheur. Mais en tout cas, j'ai trouvé que j'avais comme l'impression qu'ils avaient en tête qu'ils pouvaient faire un gros coup au classement. Ils jouaient enfin voilà, c'était le dernier match de cette journée. Et j'ai l'impression que dans leur tête, ça trottait un petit peu trop. Le fait de pouvoir revenir à 4 points, hein, ils auraient pu revenir à 4 points d'Arsenal, passer devant Manchester City. Et notamment, je vois ça à la fin. Enfin, il restait 10 minutes à jouer. Ils étaient déjà fébriles. Ils mettaient déjà des longs ballons comme si c'était la 90e. Et ça, pour moi, ça veut tout dire. Et malheureusement, pour Aston Villa, ils sont laissés piéger par Everton. Mais après, c'était un match pas facile. Everton fait aussi une bonne saison. Mais c'est vrai que Aston Villa a manqué le coche pour le coup. Autant voilà, Manchester City s'est fait rouler dessus par Manchester United. Autant Aston Villa avait vraiment les moyens sur la pelouse d'aller remporter ce match. Et à domicile, c'est une vraie contre-performance. C'était en plus une des équipes qui était invaincue, hein, à domicile jusqu'à présent en Première Ligue. Une des forteresses de ce championnat. Et ils n'ont pas su la tenir et elle est tombée au plus mauvais des moments en fait pour eux. Et C'était le plus mauvais des moments et c'était le plus mauvais match à perdre. surtout qu'il y a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent du côté d'Everton, si ce n'est cette occasion après 13 secondes de Merlin Roll. Et donc ce but de Tierno Barry sur une erreur quand même de... C'est facile d'incriminer les gardiens, vous me direz, mais il y a quand même il y a une erreur de main d'Emiliano Martinez qui pense capter ce Il y ballon a et et qui le surtout une grosse relâche. erreur de Torres juste avant. Oui, oui, bien sûr, évidemment. C'est pas Torres qui... C'est d'abord lui qu'il faut Oui, incriminer, ouais. je pense. C'est tout à fait lui qu'il faut incriminer plus qu'Emiliano Martinez. Et Tierno Barry derrière qui conclut troisième but en 5 matchs pour Barry. On parle des Très beau, francophones. en plus, la conclusion. Petit piqué du gauche. Après, j'arrête de parler d'Everton, promis. Mais pour Aston Villa, il y avait la place et cette énorme frappe de Morgan Rogers, je sais que c'est celle-ci, peut-être dont tu parlais d'un volet de Pickford à 10 minutes de la fin. Bon, il y a de quoi avoir de la frustration quand même du côté des Villains ce soir. Effectivement, la peur de repasser deuxième, c'est sûrement ça. Oui, go. En plus, McGinn est sorti sur blessure, donc à surveiller, hein, si c'est Et vraiment grave ou pas, mais Camara est blessé en plus, donc les deux absents au milieu de terrain. Attention, Mhm. attention pour Aston Villa parce que c'est la paire quand même habituelle devant la défense et ça peut faire mal. C'est ça, Onana est toujours out aussi. Donc là, il Des- commence à manquer du monde dans le milieu de terrain, donc c'est sûr que c'est assez inquiétant. Onana, pardon. Mais qu'est-ce que je raconte? Onana est attendu de retour de blessure dans les prochains jours, a priori, en tout cas d'ici la fin du mois de janvier. Tandis que Boubacar Kamara sera lui absent jusque début février. Donc il faudra faire quelques semaines sans. Et si en plus John McGinn ça... Je n'aime pas ce genre de blessure. L'image n'avait pas l'air très Non, ça rassurante. sentait pas bon, hein. Ouais. Non, non, non. Donc On espère que ce sera pas trop grave, mais on croise les doigts pour John McGinn, qui est quand même aussi l'âme de cette équipe d'Aston Villa, John McGinn. Bon, on a parlé de cette lutte de haut de classement, messieurs. On va finir bien plus bas cet épisode de Tempo avec un sujet sur lequel on doit pas. Oh si, me fais pas ce petit geste de la tête, Valentin. Quand même. J'ai vu qu'Hugo s'était retourné. Qu'est-ce qui se passe? Mais non, mais Tottenham Bien qui. plus bas, dans les abîmes même du classement. Oui, mais Alors, bon, on va pas les enfoncer, ils sont déjà tout en bas. qu'est-ce qu'il y a? Tu es actionnaire ou tu es supporter de Tottenham? Raconte-nous, Valentin. Non, Non. non. Bon, Non, non, je vous promets, j'ai pas de maillot de Tottenham dans ma penderie, je vous le jure. ah ben, j'espère. attention, heureusement parce que Hugo il t'aurait attendu à la sortie. Euh, alors, la vérité c'est que Tottenham est parti, enfin, s'est incliné à domicile contre West Ham, 2-1, un premier relégable West Ham. Bon, parlons d'abord du scénario quand même, fantastique. Callum Wilson qui, tout juste entré en jeu, gagne le corner, vient offrir la victoire à West Ham. Sur un petit cafouillage, un corner mal dégagé, il traîne là devant la ligne de but et il pousse le ballon au fond. Le comble, parce qu'a priori, West Ham veut s'en séparer cet hiver. Quoi qu'il en soit, victoire des Hammers en toute fin de rencontre, Hugo.
Ouais, victoire des Hammers en toute fin de rencontre. Ils ont été l'arracher cette victoire. On sait qu'ils ont toujours pas récupéré notamment El Hadji Malick Diouf, hein, qui est quand même le titulaire indiscutable, qui reviendra avec un petit trophée dans ses valises, hein. Maintenant, c'est officiel pour le Sénégal. Alors Donc, qu'il avait ouais, provoqué le penalty, il avait concédé le penalty sur Brahim Diaz à la toute fin du temps oui, réglementaire, mais il oui, reviendra avec le trophée. oui, j'entends des feux d'artifice chez moi. Donc, si jamais vous entendez, c'est sans doute. Voilà, Les c'est la CAN, supporters c'est les joies de la sénégalais. CAN quand. Ah bah très C'est bien. le jeu de la CAN, ouais, c'est ça. Comment? Non, mais du coup, ouais, pour West Ham, une belle victoire qui fait du bien. Ils sont sur une plutôt bonne série par rapport à ce qu'ils nous faisaient en tout début de saison. Donc franchement, ouais, West Ham qui se relance bien, qui commence à recroire au maintien, parce qu'en plus, bah, on l'a dit plus tôt, comment Nottingham a été accroché par Arsenal. Bon, ils ont quand même pris un point. Je pense qu'ils peuvent quand même être satisfaits, les Tricky Trees, comme on les appelle en Angleterre, mais ça aurait pu être plus compliqué pour eux. Mais je pense que ouais, gagner 2 points sur Nottingham, c'est une belle opération pour West Ham, 5 points qui d'écart, hein. continue de croire au maintien. On les pensait presque Ouais, condamnés, il n'y a plus que 5 points d'écart là, ouais, c'est ça, plus que 5 points Ouais, d'écart, on mais les a c'est vus. dommage quand même. Parce que voilà, ça remonte un peu avec cette coupure avec les coupes, on est un peu perdu. Mais les deux derniers matchs qu'ils perdent, c'est des matchs cruciaux. Ils perdent contre Nottingham et contre Wolverhampton. Donc c'est deux matchs où on se dit, bah voilà, ça aurait pu et ça aurait dû faire 6 points s'ils voulaient S'ils vraiment. gagnaient les 3 derniers matchs, ils étaient très bien. Bah oui, 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 et puis c'est contre des adversaires directs. Alors les Wolves, ils sont distancés dans la course, mais contre Nottingham, c'était le match à pas perdre. Et vous rajoutez 6 points à West Ham, bah oui, il serait plus relégable. Donc voilà, rien n'est perdu hein, jusqu'à la fin de saison. Mais c'est quand même dommage d'avoir manqué le coche sur ces matchs-là, surtout vu ce qu'on a vu face à Tottenham finalement. Ils avaient les moyens d'aller encaisser 9 points qui auraient fait beaucoup de bien. Ouais, En plus, on les a vus très actifs sur le marché des transferts, hein, cet hiver, avec l'arrivée de Tati Castellanos et Pablo, Pablo. c'est très bien Pablo. Pablo, ouais. Ouais, alors C'est ce qui est écrit pardonnez-moi, sur le mais maillot. le duo Mais d'attaquants ce week-end, ouais, heureusement que non, non, Callum ça n'a pas Wilson est été. entré. C'est ça, et ça n'a pas été très bon. Après, on l'avait déjà notifié, notamment pour Castellanos, il avait été jeté dans le bain dès son arrivée, hein, sur la journée précédente. C'est pas toujours facile de s'acclimater en milieu de saison comme ça. Donc, franchement, on va voir comment ça va évoluer. Mais oui, c'est sûr, comme tu dis, on voit Callum Wilson qui est sur le départ, mais remarqué, on a vu un mauvais match de Pablo Felipe et de Tati Castellanos. Donc, on va voir comment ça va évoluer. On va voir s'il y aura d'autres. Si West Ham va encore bouger sur le marché des transferts, même si je pense que là, ils ont déjà bien vidé les caisses. Ouais, et, j'ai bien aimé cette image du premier buteur, Crescencio Somerville, qui est venu enlacer Nuno Espirito Santo après son but. Ça en dit long aussi, parce que je pense que Nuno Espirito Santo, il a quand même été envoyé dans une mission presque impossible. Et ouais, je suis toujours content de voir sourire Nuno Espirito Santo. C'est ma petite En plus, satisfaction du week-end. c'est pas une saison facile, hein, pour Somerville. On voit que là, il sort vraiment un très bon match. Ça lui fait du bien aux Néerlandais. Ouais, et pourtant, c'est un sacré joueur sur l'aile. Il est capable de faire des numéros, à se déplacer à une vitesse très, très athlétique. Là, Somerville, c'est un très bon joueur, je pense, en devenir. Mais encore assez peu régulier, mine de rien. Bon, et alors, on disait, West Ham est en train de flirter avec peut-être le premier non relégable. Mine de rien, il n'y a plus que. Alors, il n'y a plus que. Ça reste beaucoup, mais il n'y a plus que 10 points d'écart avec Tottenham. Tottenham ne devrait pas se retrouver là. 14e avec 27 points en 22 journées. Mais visiblement, c'est bis repetita de la saison dernière. Val, encore un match raté. Là, d'abord, parlons de ce match contre West Ham. C'est une défaite presque honteuse, là. Ah oui, à domicile contre West Ham, c'est très clairement honteux. C'est assez inquiétant quand même Tottenham, et c'est dommage parce que week-end après week-end on en parle quand même rarement en bien de Tottenham, mais j'ai du mal à trouver. Alors il y a Romero qui tient la baraque, qui nous met des fois des buts exceptionnels, une retournée acrobatique exceptionnelle il y a quelques semaines. Là il est encore buteur, mais Là, sinon il fait un il y a rejeu pas de fou leader pour je aller trouve. vers sa tête. Ouais. Mais c'est vrai que je vois pas de leader qui émerge vraiment de cette équipe, et c'est ça qui me gêne un petit peu. Je vois pas d'éclair non plus de la part de Thomas Frank, parce que
je vois pas une vision claire et je trouve, bah, je sais pas où va cette équipe en fait, mais Dans le mur, a peut-être qu'elle priori. va très bas ouais, en tout cas pas très haut. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a Gallagher qui est une des recrues là, de cet hiver pour Tottenham. Moi, c'est un joueur que j'aime assez bien, mais voilà, par quoi ça va passer? J'ai du mal à le savoir. Je suis un peu désabusé en fait quand je vois cette équipe de Tottenham. Puis surtout, voilà, comme tu l'as dit, on s'imagine pas une deuxième saison catastrophique. Alors même s'il y avait ce premier titre, mais bon, c'est l'arbre qui cache la forêt. Mais on se dirige tout droit vers une deuxième saison catastrophique et peut-être que cette fois-ci il y aura même pas de titre. Donc là, ça va être Ah très bah, très sûrement. compliqué pour Tottenham. Alors déjà, au complet, ce n'était pas très probant pour Tottenham, qui était privé depuis le début de saison de James Maddison, qui s'était blessé en pré-saison. Mais qui plus est, maintenant il va falloir faire sans... Alors, Dejan Kulusevski est absent depuis plusieurs matchs et il sera de retour a priori en fin du mois. Mais il y a des blessures plus longues sur le front de l'attaque. Richarlison qui est blessé à l'ischio-jambier. Son retour est prévu début mars. Mohamed Kudus et Rodrigo Bentancur sont eux aussi blessés musculairement. On parle de mi-avril pour leur retour. Alors, effectivement, il C'est y a des l'arrivée... cadres hein, quand même de cette équipe. Ah bah, c'est sont plus que des Et ils cadres, ce étaient sont tout le les temps titulaires titulaires. en début de saison, donc Et déjà que c'était moyen hein, au début de saison. Alors maintenant, sans ces cadres. Alors évidemment, il y a du recrutement avec Gallagher. N'oublions pas aussi qu'il y a un peu de... Enfin, il y a quand même de la profondeur dans cette équipe. Parce que Ismail Assar va rentrer de la CAN. Là, l'attaque Bissouma vient de rentrer titulaire, aussi. c'était Odobert, Simons, Tell et Colomwani. Derrière, il y a Solanke qui rentre en jeu contre West Ham. Et puis effectivement, sur le banc, là, il y a l'entrée de Jet Spence, l'entrée d'Yves Bissouma qui est rentré de la CAN, l'entrée de Lucas Bergval. Il y a encore Udogi Danso sur le banc. D'ailleurs, ça c'est... Bon, mettre Danso sur le banc, au vu des 2-3 dernières performances de Van de Ven, vous allez me dire, Van de Ven, il est capable du meilleur comme du pire, mais... Bon, ça c'est peut-être de l'avoir vu briller en Ligue 1, ça m'a donné envie de le voir un peu plus en Première Ligue, mais... c'est... Il y a quand même de la profondeur. Même s'il y a des blessures, il y a quand même de la profondeur. C'est pas l'équipe qui, avec 2-3 blessures, comme pourrait se retrouver Palace, est aux abois complets. Ce qui est encore plus inquiétant, ouais, je pense. ce qui est inquiétant quand même, enfin, j'aime pas tirer sur les entraîneurs, mais j'arrive pas à voir ce que veut faire Thomas Frank de cet effectif. Et c'est ça qui Mm. me fait le plus peur. Alors qu'il était Oui, si... oui, il y a des bons joueurs, tu l'as dit, mais comment ils jouent ensemble? Quel est le but? Bah, je le vois pas. Alors, heureusement, je suis pas entraîneur de Tottenham. Donc, si Thomas Frank voit l'objectif et a une vision du jeu qu'il souhaite, voilà, amener et jouer avec ses joueurs, bah, tant mieux. Et heureusement. Mais ouais, je suis un peu perplexe. Ça avait si bien matché à Brentford, et là, c'est quand même plus décevant. Hugo, enfin, c'est plus que décevant d'ailleurs. Et Hugo, en plus, l'enchaînement qui arrive pour les Spurs, il est... Bon courage. oh, il est infernal. Bon courage. Bah, il y aura Dortmund cette semaine en Ligue des Champions, parce que oui, ils jouent encore la Ligue des Champions. On va voir ce qu'ils Ouais. vont nous faire là-bas. Puis il y aura Burnley qui, sur le papier, devrait être abordable. Mais bon, Attention Burnley a quand même. arraché le match nul ils ont arraché le match nul à Anfield ce week-end. Donc, puis il y aura Francfort en Ligue des Champions. Mais après, après cet enchaînement mi-Première Ligue, mi-Ligue des Champions, il y aura Man City, Man U, Newcastle, Arsenal, Fulham, Palace, Liverpool, Forest, Sunderland, Brighton, Waouh, Wolverhampton, waouh, waouh, Villa, c'est... Leeds, Chelsea et Everton. Et on sera en fin de saison. Et là, vous avez entendu beaucoup de gros noms d'ici la fin de saison. Et beaucoup d'équipes qui ont besoin de points aussi. Parce que même, du coup, parfois, il vaut mieux jouer le milieu de des équipes du milieu de tableau que des équipes de fin de tableau qui sont mortes de faim et qui ont besoin de points pour se sauver. Donc, bon courage à Tottenham, à Thomas Frank, parce que il n'y aura pas un seul match facile. En plus, ils sont en grande difficulté depuis 2 saisons à domicile. Cette saison, sur le classement à domicile, ils sont 17, ils sont 16e à égalité avec le 17e. 17e, Ils 17e, sont ouais. 17e à égalité avec le 18e avec seulement 9 petits points pris à domicile, 2 victoires, 3 matchs nuls. C'est très inquiétant qu'un un stade, enfin
qu'une arène à domicile ne soit d'aucune aide. Que Tottenham joue à domicile ou à l'extérieur, on a l'impression que c'est la même, que c'est pareil. Et c'est pas faute de spectateurs, hein, le stade, il est plein tous les week-ends. On entend quand même que ça pousse un peu derrière l'équipe, mais je sais pas ce qui se passe depuis 2 saisons. Mais oui, clairement, ils y arrivent ni à domicile ni à l'extérieur. Ils y arrivent même mieux à l'extérieur qu'à domicile. Parce que là, sur leurs 27 points, ils en ont pris 9 à domicile, ce qui est quand même Ouais, plus qu'inquiétant. ouais. Donc, Vous pensez franchement, que... on se demande où est le problème. On a l'impression que c'est structurel dans le club. Enfin, là, depuis 2, 3 saisons, enfin, même seulement 2 saisons, j'ai envie de dire, parce qu'avant, ils s'étaient quand même qualifiés pour l'Europa League. Là, ils sont qualifiés pour la Ligue des Champions en allant chercher cette Europa League au bout du bout dans une saison compliquée. Là, on se demande ouais, si c'est pas structurel dans le club. On voit qu'on laisse partir Brennan Johnson, qui était pourtant le héros de cette finale d'Europa League, justement. Enfin, c'est bizarre. Vous pensez que Tottenham aura encore... Alors, la saison dernière, Tottenham avait fini premier non relégable, mais avec 13 points d'avance sur Leicester, qui était relégable, enfin le premier relégable. Vous pensez que Tottenham va avoir encore plus chaud cette saison? Je vais peut-être aller trop loin, mais faut se préoccuper de ce qui se passe derrière et potentiellement tout donner pour se maintenir. Là, ils peuvent descendre. Bah, la saison dernière, je me souviens qu'en fin de saison, ils avaient vraiment complètement lâché la rampe. C'était clair qu'ils jouaient plus que l'Europa League. Donc, c'était 13 points en fin de saison, mais ils auraient pu se retrouver un peu plus haut, j'ai l'impression. Là, cette saison, il y a moins cette opportunité de lâcher la rampe, franchement. Et puis, Tottenham va pas d'un coup dire non, mais nous on joue la Ligue des Champions. C'est pas l'Europa League. Ouais. C'est pas la même adversité. Même Donc, si c'est une équipe qui pourrait. Après, quand elle est au complet, là, avec les blessures, moi je trouvais qu'elle était séduisante pour jouer l'Europe, mais bon. ah, mais moi j'étais très satisfait. Enfin, moi j'avais comment plutôt bien évalué le mercato fait par Tottenham, hein. Je trouve qu'ils ont un très bel effectif sur le papier, avec un très bon entraîneur aussi, mais visiblement ça marche pas. Donc je pense que oui, il va quand même falloir faire attention. Ils ont de la marge, mais attention quand même à pas trop se prendre les pieds dans le tapis. Ouais, Ah, puis jouer la Ligue des Champions, finalement, est-ce que ça peut pas les desservir aussi? Parce que, voilà, à vouloir quand même la jouer un minimum, vous pouvez pas vous permettre quand même en Ligue des Champions de faire tourner et de vraiment être ridicule. Bah, de jouer à moitié sur les deux tableaux et en même temps être dans cette première ligue qui est ultra resserrée et tout peut aller très vite, avec ce calendrier défavorable. Je veux pas être pessimiste, hein, parce que je suis d'un naturel quand même plutôt optimiste, mais c'est quand même préoccupant pour Tottenham. Enfin, pour l'instant, ça va, il y a pas le feu à la maison, mais peut-être bientôt, donc attention. ils sont. Ouais, j'ai regardé la saison dernière, et sur les 12 derniers matchs, ils avaient pris une seule victoire, c'était face à Southampton, qui était une des pires équipes que la Lanterne première rouge. ligue n'ait jamais vue. Oui, une sacrée lanterne rouge. Euh, donc, ouais, comme je disais, ils avaient complètement lâché la rampe en fin de saison dernière et ils pourront pas se permettre de faire pareil cette saison parce que je pense avant du coup ces 12 dernières journées, je pense ils étaient sur une série de 3 victoires. Donc, je pense que ouais, là, il va pas falloir faire la même chose, quoi. En Ligue des Champions, ils sont 11e de la phase de Liga, 11 points, Tottenham, et une victoire sur leurs deux derniers matchs. Ils sont même, je pense, pas obligés d'aller chercher une victoire, mais a priori, une victoire sur les deux derniers matchs les assurerait de jouer au moins les barrages, donc de prolonger un petit peu l'aventure européenne. Mais attention ouais, à ne pas griller les dernières cartouches, effectivement, en Europe, parce que la fin de saison de Première Ligue, enfin la deuxième partie même, s'annonce plus que corsée pour les joueurs de Thomas Frank. Je suis un peu déçu, franchement. J'espérais tellement là, de Thomas Frank à Tottenham que je sais que ça ravit Hugo de voir Tottenham en galère, mais j'espérais quand même. J'espérais quand même. Ah, même pas! Bof, quand on a un ennemi, on aimerait bien que ce soit à notre hauteur. Enfin, Ah oui, pour avoir des gros chocs derrière. bah oui, cette saison-là, c'est bientôt, hein, c'est dans 3 journées, je pense, le Arsenal-Tottenham, le match retour. Ça n'a pas le même piment que s'ils étaient 4 ou 5e de première ligue, là. Ah ouais, mais carrément, c'est trop facile pour lui. Oui, Val. Et après, quand même, sur Tempo, on a quand même l'habitude de relancer des joueurs qui sont en perte de vitesse, Ah! notamment, je pense, par pur hasard, hein, à Dominique Calvert-Lewin. Ah! Joueur du mois de Vous avez janvier, peut-être joueur du mois de décembre, pardon, en première ligue. Je vous sors ma joueur du stat mois du de coup décembre, maintenant. voilà, tout à fait. Parce que c'est le premier joueur enfin, c'est le premier joueur du mois dans une équipe promue depuis un certain Teemu Pukki à Norwich qui était entraîné par
Daniel Farke. Voilà, il y a un point commun de ces deux joueurs et voilà. Sache que j'ai vu passer cette stat et j'ai tellement un attachement au Timo Pukki de Norwich De cette Norwich. saison-là que... Ouais, Val, bah alors tu penses qu'on va relancer Tottenham? Mais donc, voilà, bah peut-être, je sais pas. On relance des joueurs, peut-être bientôt des équipes. On fait trop de conclusions hâtives, c'est ça que t'es en train de nous dire. Non. Mais bon, Surtout tout pas. cas. Alors là, Bah écoutez, on verra dès la semaine prochaine. Et dès ce déplacement à Burnley, en tout cas le déplacement à Burnley, il faut le gagner. Là, il y a pas d'autre choix. Il reste un match pour cette 22e journée de championnat. C'est un match quand même intéressant. Le Brighton-Bournemouth ce soir à 21h. Et puis on enchaînera donc avec la 23e journée le week-end prochain. Et je peux vous dire que le alléchant Arsenal-Manchester United du dimanche soir, et je vais prêcher pour ma paroisse, mais le Everton-Leeds du lundi, j'ai bien envie de le voir aussi. On aura de quoi faire la semaine prochaine. Les autres résultats de ces 22e journées, rapidement quand même. On a parlé donc du derby de Manchester, on n'a pas parlé de Chelsea, qui s'est imposé 2-0 face à Brentford. Ça marche pour Rosenior, en tout cas au niveau du résultat, parce que le match en lui-même, c'était pas grandiose quand même. Leeds s'est imposé encore 1-0 contre Fulham, un partout entre Liverpool et Burnley, et puis 0-0 entre Wolverhampton et Newcastle. Voilà messieurs, on a fait le tour là. On a... juste un petit point mercato. Ah oui, un petit point Je vais bien le mercato. faire. Allons-y parce qu'on est presque à une heure d'émission. Ouais. Donc, juste rapidement, Brentford qui recrute pour 10 millions Kaye Fouro, jeune attaquant belge au club de Bruges, qui a pas beaucoup joué cette saison, hein. Il a 5 matchs et un seul but, donc je pense pas qu'on le verra tout de suite. Mais la dernière fois que Brentford a recruté un avançant au club de Bruges, c'était Igor Thiago. Donc, attention quand même. Aïe. C'est ça. Et puis on a vu dans les autres clubs actifs, bon, on a parlé de Gallagher, de Marguerite, de Semenyo. On a aussi vu Facundo Buonanotte, hein, qui arrive en prêt depuis Brighton à Leeds, qui était en prêt à Chelsea avant. C'est compliqué, c'est pas toujours facile. Ouais. À Chelsea, vous êtes en prêt, vous avez un contrat de 12 ans, enfin voilà. Donc, mais voilà, Facundo Buonanotte qu'on n'a pas beaucoup vu du côté de Chelsea, qui part du côté de Leeds. Et du coup, aussi. Un gros départ du côté d'Aston Villa. C'est celui de Daniel Oui, Malen, la doublure oui, aussi. Daniel Malen. Assez Daniel étonnant Malen. d'ailleurs. J'étais assez étonné de le voir partir. Parti à la Roma Et pour 2 millions d'euros. Oui, un prêt à 2 millions d'euros. oui. Ah oui, pardon, je n'ai pas. Oui, C'est pardon, prépayant, après, c'est pas prépayant à 2 transfert. millions. Non, bah, autant pour moi, ouais. Et Parce la que ça serait dernière, vraiment c'est, ridicule à 2 millions. C'est donné, quoi. c'est ça. Surtout Et qu'il la est rentré, dernière, ouais. c'est. On l'a dernière, coupé c'est pour, trop. Oui, il en peut plus. Et la Vas-y. dernière, c'est pour Sunderland avec Jocelyn Tabi, que vous ne connaissez sûrement pas, qui jouait en Israël au Maccabi Netanya. Un Ivoirien qui arrive pour 4 millions. Je sais pas quoi vous dire sur ce joueur, mais sachez qu'il vient d'arriver à Sunderland. Et que, en plus, sa photo de présentation a fait rire beaucoup de monde, n'est-ce pas, Antoine? Donc, Non, mais je ne réagirai pas aux bêtises que tu m'envoies sur les réseaux. Je ne réagirai pas à ça, promis. Et non, si mais vous irez n'avez voir pas la vu- photo de présentation Ouais. et vous irez voir les commentaires. Voilà. Voilà, si vous ne l'avez pas vu, voilà, Jocelyn Tabi qui semblait en train de faire des besoins naturels. Bah bref, allez, je vous laisse aller voir ça sur les réseaux. Ça vaut le coup d'aller voir quand même, c'est toujours sympa, toujours drôle. Mais merci messieurs, on arrive presque à l'heure d'émission, on a beaucoup bavardé pour notre retour. Après, nous aussi, on a eu le droit à notre petite trêve, donc on a beaucoup bavardé. Merci Hugo, merci Valentin, toujours fidèle au poste. On se retrouve la semaine prochaine pour... Enfin d'abord vendredi, pour la preview de la 23e journée quand même. On aura pas mal de choses à faire, on va parler des matchs qui arrivent. Merci messieurs, passez une bonne journée, une bonne semaine, et à très vite sur Tempo. Salut. Salut.